bonsoir à tous. Donc déjà, merci d'être assez courageux pour être venu avec un titre aussi obscur. Je sais que ça a suscité beaucoup de questions et de curiosité des gens. Les multinationales à l'ère de l'Anthropocène. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est l'Anthropocène maintenant, puisque Nicolas le fera beaucoup mieux que moi. Peut-être juste vous dire quelques mots sur Nicolas, déjà. Nicolas Cramart, qui a eu la gentillesse de se déplacer depuis le Valais pour venir nous voir ce soir. J'ai eu la chance de l'avoir comme prof de géologie dans le cadre d'une formation d'accompagnateur en moyenne montagne. Et moi qui n'étais pas tellement branché caillou, il a réussi à m'intéresser et à rendre des choses un peu compréhensibles de choses qui n'étaient pas très faciles d'accès a priori. Et en fait, c'est cette double casquette que Nicolas, que je trouve très intéressante, qui est d'un côté une formation en sciences naturelles, donc un doctorat en géologie et en minéralogie, et puis une formation en sciences humaines sur la didactique des sciences. Donc justement, comment rendre accessibles des sujets qui sont des fois compliqués, et la médiation scientifique. Et c'est avec ce parcours-là qu'il est devenu en fait directeur du musée de la Naturation, qui va commencer une exposition sur le thème de l'Anthropocène le 17 juin, c'est ça ? Le vernissage le 17 juin. Voilà. Et puis cette thématique de l'Anthropocène, je pense, est très pertinente dans un discours de décroissance et de réflexion autour justement du temps profond dans lequel ça nous met de considérer l'Anthropocène et le temps court des multinationales. Alors Nicolas va nous présenter principalement ce qu'est l'Anthropocène et quels sont les grands enjeux autour de cette question-là. Et dans la deuxième partie de la soirée, on va prendre un moment ensemble. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude au Café des Croissances, on ne vous laisse pas chômer. Donc on va discuter ensemble, on va faire une partie de débat sur le lien justement entre cet Anthropocène et l'impact des multinationales. Donc on va faire une partie de discussion, comme toujours, qui sera suivie d'une soupe où on pourra continuer les débats de manière beaucoup plus informelle. Et à propos de cette soupe, je vous rappelle qu'elle est à prix libre, qu'il y a un petit chapeau et que je vous laisserai mettre ce que vous pensez être juste à ce moment-là. Le bar n'est pas à prix libre, par contre, mais vous pouvez aussi, si jamais, vous désaltérer au bar. Donc voilà, je crois que je te laisse la parole et puis à tout à l'heure. En tout cas, profitez bien de cette présentation de Nicolas. Merci Élise. Déjà très heureux d'être là. Merci pour l'invitation. Et je suis très content d'être aussi à Lausanne parce que je suis très attaché à cette ville, parce que même si je viens de Sion, j'y suis né, donc je suis quand même toujours et je resterai attaché quand même à cette ville. Alors l'Anthropocène, c'est un peu un gros mot. Comme l'a dit Élise, on est en train de préparer une exposition qui ouvrira ses portes au grand public le 18 juin. Et malheureusement, pour des raisons de communication, on a un blackout complet sur le nom de l'exposition et sur l'affiche. Je ne peux pas vous la montrer parce qu'on m'interdit de le faire. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, mais vous la verrez. On a une très belle affiche, vous la verrez aussi à Lausanne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nom de l'exposition ne comportera pas le mot Anthropocène, parce qu'en soi, c'est un terme assez barbare, un peu difficile. En tout cas, dans sa connotation Anthropocène, il faut savoir que ça fait référence à une période géologique. Et ici, j'ai repris, ici dans cette première image, j'ai repris les couvertures de 2 journaux relativement importants au niveau mondial. Ils ne sont pas partie de tous de mes lectures, mais enfin, il y a The Economist qui déjà, il y a quelques années, je crois que c'était en 2006, avait fait sa couverture sur la question de l'Anthropocène, en intitulant donc Welcome to the Anthropocene, et c'est marqué Geology's New Age. Alors il faut savoir que The Economist, c'est une revue britannique, et que déjà à cette époque, la Société géologique anglaise avait pris une position très forte pour accepter l'idée que nous sommes rentrés dans une nouvelle ère géologique qui s'appelle l'Anthropocène. Et puis une publication, cette fois-ci scientifique, qui est la publication Nature. Vous connaissez tous, il y a Science et Nature, ce sont les 2 grandes revues scientifiques, parfois aussi un peu des gazettes, mais enfin c'est toujours très prestigieux de publier dans ces revues, qui a fait l'année dernière, courant de l'année dernière, sa couverture sur l'époque humaine, en fait, du point de vue des sciences naturelles. Alors la question de l'Anthropocène, c'est une question, je trouve, fascinante. Alors peut-être en 2 mots qui, moi, m'a intéressé, parce que, comme l'a dit Élise, je suis géologue, et c'est une question géologique, mais finalement,
je dirais que la question géologique, elle est presque accessoire. Et je vous montrerai pour quelle raison. Parce que personnellement, je m'intéresse à la géologie, j'ai fait de la géologie, je m'intéresse un petit peu à la philosophie. Alors, je n'ai pas prétention, il y a des philosophes parmi nous, d'être philosophe. Je n'ai un petit peu étudié la philosophie, mais l'Anthropocène pose des questions philosophiques et anthropologiques tout à fait profondes. Et d'une certaine manière, j'essaierai de vous montrer que l'Anthropocène, par rapport au développement durable, je trouve, enfin, c'est un avis que j'émets ici, j'essaierai de vous convaincre de cela, amène à des questions beaucoup plus profondes. Et on peut dire de manière générale, le développement durable, outre le fait que c'est peut-être une oxymore, vous savez bien les problèmes, là on est dans un café décroissance, alors il y a la question du développement, et le développement durable, est-ce que c'est pas antinomique? Bien sûr, il y a toutes ces questions que vous connaissez, mais également, le développement durable, c'est devenu quelque chose qui s'est tout à fait institutionnalisé, donc et c'est très bien, hein, dans les institutions, on va faire attention au tri des déchets, etc., c'est très important, mais finalement, je trouve, personnellement, c'est un avis, qu'avec le développement durable, des fois on passe à côté des vraies questions fondamentales, plus anthropologiques, dire mais finalement, pourquoi on en est là? Pourquoi on a les problèmes écologiques que nous connaissons actuellement? Donc voilà, donc cette présentation vise à vous présenter les enjeux généraux de l'Anthropocène. Et puis, sur la question des multinationales, alors j'avais averti dès le départ Élise que ce n'est pas dans mes compétences, je ne traiterai pas directement de questions économiques, je ne vais pas vous parler de chiffres ou de mécanismes économiques, j'en suis bien incapable. On va juste présenter 2-3 principes de base, hein, des choses que l'Anthropocène, finalement, le concept d'Anthropocène nous oblige à voir et qui finalement pose des questions essentielles à l'économie, mais aussi j'aborderai la question des multinationales plutôt au niveau de la communication, c'est-à-dire que quelles sont les stratégies des multinationales, en tout cas de certaines multinationales, pour justement manipuler le savoir scientifique et aller à l'encontre de consensus qui sont en train de s'élaborer dans les laboratoires scientifiques et qui déplaisent ou qui déplaiseraient à ces multinationales. Voilà, c'est cette question que j'aborderai. Mais d'abord, une présentation très générale, et ensuite, comme tu l'as dit, on pourra ouvrir la discussion. Alors, pas de souci. Alors, sur l'Anthropocène, on pourrait dire l'Anthropocène, l'idée de définir une nouvelle époque géologique, je vous en dirai plus tout à l'heure, on associe souvent la notion d'Anthropocène, les problèmes écologiques actuels et l'idée d'introduire une nouvelle ère géologique, je ne l'ai encore pas dit, qui s'appellerait Anthropocène. Anthropos, pourquoi? Anthropos, c'est l'homme. Donc l'idée, c'est que nous serions rentrés dans une nouvelle époque géologique où l'homme, l'humain, on va dire de manière générale, alors là je prends le point de vue des sciences naturelles, l'humain comme espèce naturelle. Hein, je suis bien conscient qu'il y a des humanités, il n'y a pas une seule ethnie sur Terre, mais l'humain comme espèce animale est devenu force géologique. Ça, c'est la définition de l'Anthropocène. C'est l'idée que, et d'ailleurs c'est la première fois dans l'histoire de la Terre, qu'une espèce vivante, sur un temps très court, a un effet très fort sur son environnement. Donc, d'où l'idée de dire, voilà, on est rentré dans l'âge de l'homme. Hein. C'était d'ailleurs le titre de la revue. Alors, quand on pense problème écologique, souvent on pense climat. Et c'est vrai que c'est ce qui domine les médias. Et j'en veux pour preuve ici un colloque qui s'est tenu alors, dans une prestigieuse institution au Collège de France au mois de novembre de l'année dernière, qui s'intitulait « Comment penser l'Anthropocène ?» Anthropologues, philosophes et sociologues, donc uniquement des sciences humaines et sociales. Enfin, il y avait quelques géologues quand même dans la salle et aussi au pupitre parfois, face au changement climatique. Alors, bien sûr, le changement climatique est je dirais un des 2 problèmes majeurs environnementaux que nous connaissons actuellement, mais ce n'est pas le seul. Peut-être juste pour situer, hein, ce colloque avait lieu 1 mois avant la COP21 à Paris. Hein. C'est pour ça qu'il avait été intitulé de cette manière, pour vraiment amener ces considérations en préparation de la COP, évidemment. Ensuite, le deuxième élément essentiel dans l'argumentaire qui consiste à introduire une nouvelle échelle des temps géologiques, c'est les menaces sur la biodiversité. Au fait, si on prend une ligne des temps géologiques, ça vous pouvez l'observer, c'est une représentation qu'on a affichée dans les salles publiques du Musée de la Nature. Ici, vous avez une espèce de ligne du temps géologique. Ce n'est pas la ligne du temps complète, où nous serions au point en haut à droite. Et ici, on a à peu près 500 millions d'années qui défilent. Alors, 500 millions d'années, c'est qu'un 9e de l'histoire de la Terre, parce qu'en réalité, la Terre, c'est 4,5 milliards d'années. Donc, il faudrait suivre encore peut-être le fil de mon micro et aller un peu plus loin. Mais si on considère les 500 derniers millions d'années, eh bien, la Terre a connu 5 grandes crises écologiques majeures qui ont mené à plus de 75% des espèces vivantes sur Terre. Ça, c'est le critère. Pour définir les extinctions massives, il faut plus de 75% des espèces vivantes qui disparaissent sur un temps court, c'est-à-dire court au temps géologique, c'est-à-dire sur 2 millions d'années. Et donc, on les a placées dans le temps. La dernière, c'est-à-dire l'avant-dernière, c'est ce trapèze qu'on voit ici en gauche, c'est la fameuse extinction des dinosaures, où là, on est à peu près à ces chiffres-là. Les causes de ces extinctions sont toujours, on va dire, des causes géologiques.
En fait, il y a toujours du volcanisme. Je ne vais pas vous faire un coup de géologie ici. C'est toujours du volcanisme, y compris pour cette extinction. D'ailleurs, il y a des travaux très intéressants qui sont faits ici même à Lausanne, à l'Université de Lausanne, par Thierry Haddad et d'autres géologues, qui montrent clairement que la fin des dinosaures a démarré bien avant la chute de la météorite, au moins 300 à 500 000 ans avant. Et ce n'est pas juste la météorite. Donc, d'ailleurs, je fais un petit aparté. C'est toujours amusant de voir combien le scénario de la météorite a beaucoup de succès, pour des raisons, je pense, un peu mythologiques, un peu fantastiques, d'imaginer que ça vient d'en haut, de l'extérieur. Mais en fait, la raison essentielle de la plupart de toutes ces extinctions, elle est d'abord, et c'est prouvé, liée à des phases de volcanisme très très fortes sur Terre qui modifient complètement le climat. Et maintenant, la 6e case qui est là-haut, on a mis « vous êtes ici », c'est la question de l'Anthropocène. C'est-à-dire qu'on ne peut certainement pas affirmer que nous sommes dans la 6e extinction, mais néanmoins, et je vous donnerai des chiffres tout à l'heure, et je développerai un tout petit peu ces questions, la chute de la biodiversité actuellement est telle qu'il est proposé parfois, je ne dis pas que ce n'est qu'une hypothèse, que nous sommes rentrés dans une nouvelle, dans la 6e extinction. Et les chiffres qui sont avancés actuellement de taux de diminution de la biodiversité sont tels qu'en fait, ils sont plus rapides, au moins équivalents, voire plus rapides que le début de la fin des dinosaures. C'est-à-dire que quand les dinosaures ont commencé à disparaître, et autres espèces vivantes, il n'y a pas que les dinosaures qui ont disparu, ont commencé à disparaître de la Terre, les vitesses de disparition de ces animaux étaient moins rapides qu'elles le sont maintenant depuis 100 ou 200 ans. C'est quand même juste incroyable de penser les choses ainsi. Et donc, vous voyez qu'on est très loin du scénario hollywoodien de la météorite qui tombe sur Terre avec le grand barbecue en 2 semaines qui brûle toute la Terre et tous les dinosaures. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, la fin des dinosaures. Ça a pris au moins 1 ou 2 millions d'années. Et le taux de disparition des espèces vivantes était plus lent ou équivalent qu'il est maintenant. Donc, on est en train, du point de vue de la biodiversité, en train de vivre une crise extrêmement grave. Donc il n'y a pas que le climat, il y a aussi la biodiversité. Ça, c'est deux éléments qui sont tout à fait intéressants pour amener à cette proposition. Alors, je n'ai pas fait un historique de la question de l'Anthropocène. L'Anthropocène a été proposé par un prix Nobel de chimie qui est météorologue, qui s'appelle Paul Crutzen, qu'il a lancé au début des années 2000. Savoir que c'est un concept qui préexistait, et même déjà au 19e siècle. Il y avait déjà, on parlait d'anthropo... Il y avait l'anthropo... Ah, j'ai oublié le nom. Mais il y avait des concepts un peu de ce type. Il y avait déjà des chercheurs qui disaient, mais en tout cas des naturalistes en l'occurrence, qui disaient, mais enfin, l'homme a une telle influence qu'on devrait définir une nouvelle. Il y a des géologues qui le proposaient déjà au XIXe siècle. Juste, je ne l'ai pas dit au départ, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas, des questions très courtes, hein, peut-être pas de fond, on les garderait pour la fin, mais enfin, s'il y a des questions très précises, ponctuelles, n'hésitez pas à m'interrompre, hein, de compréhension. Ça ne me gêne pas du tout. Alors, pour résumer ce que je viens de dire, eh bien, finalement, l'Anthropocène, c'est un croisement fort du temps historique et du temps géologique. Ça veut dire, de dire ce que je vous ai dit jusqu'à présent, ça veut dire que nous sommes en train de vivre, dans notre temps historique, même le temps de nos vies, en train de vivre un événement qui a une portée, un poids géologique fort, comparable peut-être aux grandes extinctions ou d'autres moments importants de l'histoire géologique du passé. C'est un croisement fort, c'est le choc des temps historiques et géologiques. Et ici, pour le représenter, j'ai 2 images ici qui m'ont été envoyées directement par Marie Velardi, qui est une artiste suisse qui est active dans l'art contemporain, qui a travaillé il y a 2 ans à une exposition qui s'est déroulée à Toulouse, qui a travaillé avec Bruno Latour, pour certains qui connaissent, donc philosophe français, et elle a été chargée par Bruno Latour de faire cette salle sur l'Anthropocène. Donc c'était le nom de l'exposition, c'était Anthropocène Monument, et elle a proposé une œuvre artistique où on voit aussi un cadran avec le temps quotidien, hein, c'est le cadran de la montre. Et ensuite, tout autour, elle a mis un temps historique avec des années qui défilent, voilà, dans les temps, même l'histoire moderne, on va dire. Et ensuite, en rouge, elle a mis les périodes des temps géologiques et sur les murs, les strates géologiques. Donc, pour bien, quelque part, symboliser ce croisement, ce choc des temps historiques et géologiques. Alors ça, je le développerai tout à l'heure, parce qu'on verra que si c'est le croisement des deux, ça a aussi des conséquences en termes historiques, et en particulier sur la période qu'on appelle la modernité. Et ça, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'Anthropocène ? Et
fondamentalement. Quand on parle d'anthropocène, en général, on mobilise deux concepts qui sont importants pour nous, et je pense qu'ils intéressent directement l'association ici. D'abord, il y a la question de l'accélération. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, on constate dans de très nombreux domaines, et des gens se sont amusés à compiler un certain nombre de paramètres, avec toujours l'échelle du temps, oui, on est fin 18e jusqu'aux années 2000, en prenant un paramètre et voir l'évolution de ce paramètre au cours du temps. Et on a systématiquement, et pour la plupart du temps, depuis les années 50, ce qu'on appelle la big accélération, la grande accélération, où on voit que quel que soit le domaine qu'on prend, depuis les années 50, on a juste, c'est exponentiel. Tous les paramètres, alors il y en a différents, ils sont même amusés à mettre les restaurants McDonald's, alors évidemment on ne pouvait pas remonter au XVIIIe siècle, mais enfin une accélération juste phénoménale, quels que soient les domaines, la population urbaine, la consommation du papier, l'utilisation de l'eau, on en reparlera tout à l'heure, quels que soient les domaines, je crois que j'en ai encore une autre, on a une très grande accélération, on va dire de manière générale, du puisement des ressources de la part de nos sociétés. C'est-à-dire qu'on va puiser énormément de ressources parce que tout ça demande de l'énergie, demande de la matière première, et donc de plus en plus, et de manière exponentielle, nous puisons dans les ressources de la Terre. Sans considération, et c'est le deuxième concept essentiel, sans considération de limites. Alors peut-être juste avant de parler des limites, ici, il y a un modèle, alors ce n'est qu'un modèle qui a été proposé pour essayer de caractériser l'emprise humaine. Et pour montrer son accélération, on a pris, il y a une formule très simple qui consiste à poser que l'impact humain, c'est le produit de la population, du niveau de vie, en gros du PIB, et de la technologie. Alors c'est discutable, je ne vais pas rentrer, on peut le discuter après si vous désirez ce schéma, ce modèle, il a été entre autres discuté entre certains chercheurs parce que celui-ci donne beaucoup d'importance à la population. Et c'est vrai que certaines personnes disent mais finalement l'anthropocène c'est juste parce qu'on est trop nombreux. C'est sûr que c'est un paramètre important. Mais enfin, celui-ci ne met pas directement en évidence la pollution. Et pour certains, elle devrait directement apparaître la pollution parce que finalement on pourrait être très peu et polluer énormément. C'est souvent le cas d'ailleurs. Et là, c'est peut-être ce modèle le moins en évidence. Mais quelles que soient les discussions sur ce problème, ce qui est intéressant de considérer, c'est que là, on a un graphe à 3 entrées, donc on reporte pour 3 périodes, c'est-à-dire l'actuel, c'est le gros bloc, c'est le cube que vous voyez ici, c'est la situation actuelle, et vous avez, si vous observez bien, ici la situation de ce qui serait le cube en 1950, et ici en 1900. Donc on voit ici, dans l'évolution de ce schéma, une explosion de l'impact, de l'emprise humaine sur le monde, en fait, sur la nature, qui est juste hallucinante. Et de fait, il n'y a pas besoin de faire philosophie pour imaginer qu'on ne peut pas continuer de manière éternelle. On ne peut pas continuer dans cette direction, parce que c'est juste... c'est pas compliqué du point de vue logique, on est quand même sur un système fermé, et on ne peut pas éternellement puiser de l'énergie et des ressources dans un système fermé. Alors, pour essayer de caractériser ce qui pourrait constituer un danger pour la Terre, il a été proposé, on va dire des chercheurs de différentes disciplines ont essayé de proposer un modèle pour mettre en évidence les zones qui seraient les plus sensibles, et les thématiques, ou les thématiques qui seraient les plus sensibles par rapport à notre impact sur l'environnement. Et pour cela, a été proposé un modèle qu'on appelle le modèle des limites planétaires, pour lequel, alors on a un certain nombre de thématiques, je vais les passer en revue pour vous dire quelques mots, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais enfin je vais vous les présenter, pour essayer de déterminer pour chacune de ces thématiques un seuil, une limite, au-delà de laquelle on passe un seuil, au-delà duquel le système terrestre, et la thématique concernée en particulier, devient difficilement contrôlable. C'est-à-dire qu'on considère que jusqu'à une limite, on peut gérer, mais passé cette limite, on arrive dans un état instable, imprévisible et potentiellement très dangereux. La Terre est un système, et comme tout système, évidemment, quand on le perturbe, quand on touche un paramètre, on peut arriver à des conséquences tout à fait incontrôlables. Et dans ce schéma ici, on a un certain nombre je crois qu'il y en a 9 si je me souviens, de thématiques. On a le changement climatique, que vous voyez en haut, alors bien connu, je l'ai évoqué tout à l'heure. Il y a Novel Entities, c'est l'introduction de nouvelles entités dans la nature, ça je vous le présenterai tout à l'heure. Il y a la question du trop d'ozone, stratospheric ozone depletion. Alors ça c'est un sujet très connu, en tout cas pour ceux qui ne sont pas tout jeunes, mais on en a beaucoup parlé dans les années 80-90 de l'ozone. Il y a la question des aérosols, il y a la question de l'acidification des océans,
Les biochemical flows, alors c'est beaucoup, notre emprise sur l'environnement a pour conséquence de directement, c'est ça qui est assez impressionnant aussi, l'humain perturbe des cycles biochimiques. Notre emprise est telle que nous modifions des cycles comme le carbone, et en particulier l'azote et le phosphore pour les fertilisants, ça je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a l'utilisation de l'eau douce, il y a aussi l'utilisation du territoire, et enfin la biosphère integrity, pour simplifier, il y a 2 sous-paramètres, on va dire que c'est la biodiversité que j'ai évoquée tout à l'heure. Et on constate sur ce schéma, donc, alors je ne vais pas le montrer, mais ici c'est la limite, et on constate que pour 3 paramètres, on a déjà dépassé la limite. C'est-à-dire qu'on est déjà, pour 3 paramètres, on est déjà dans une zone dangereuse. Alors vous voyez que le climat, ce n'est pas le cas. On considère qu'on est encore dans une zone où on peut faire quelque chose, j'espère. On a des problèmes clairement liés à la biodiversité, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc finalement, la biodiversité, j'aimerais quand même insister là-dessus, c'est presque plus grave que le climat, je pense, en tout cas. Il y a la question du flux biochimique, donc azote, phosphate, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis également l'utilisation des sols. C'est le mitage du territoire et l'utilisation du territoire. Ça, c'est déjà 3 paramètres où on sait qu'on a déjà dépassé le seuil dangereux. Il y a encore deux paramètres qu'on n'arrive pas, enfin que les chercheurs, moi je ne travaille pas sur ce domaine, qu'on n'arrive pas à quantifier. Donc on a mis point d'interrogation, mais qui sont alors les équipes sont en train, ces chercheurs qui travaillent là-dessus, sont en train d'essayer de le définir, mais c'est très difficile. Mais en tout cas, ce sont des thématiques très importantes à surveiller que je vous présenterai. Donc je vous propose maintenant de passer en revue ces thématiques.